Les Béninois ne lisent plus, en tout cas, ils lisent de moins en moins. Les activités actuelles sont en rapport avec la technologie, la télévision ou encore l'informatique. La littérature n'intéresse plus. Les quelques raisons qu'on entend dire sont pas le temps de lire, c'est trop long de lire un livre, et puis de toute façon on y gagne quoi? C'est le sujet du jour en tout cas. C'est une émission coproduite par DBTV et Reporter Bénémonde. Je suis sur ce plateau avec Timothée Yegbegnon et pour en parler, Tanguy Agoyi, journaliste chroniqueur. C'est bien ça? C'est bien cela. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et Yves Biaou, de l'autre côté de Timothée. Vous êtes écrivain, entrepreneur. Bienvenue. Merci beaucoup. Timothée Yegbegnon, bonsoir à vous. Bonsoir, Piss Rouillot. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Nous parlons aujourd'hui du livre. Vous êtes du domaine des livres. Et la première question va à l'endroit de M. Tanguy Agoyi. M. Tanguy, dites-nous, nous avons aujourd'hui dans les rayons des livres quand même qui ont de bons contenus, mais aujourd'hui qui ne sont pas lus. Qu'est-ce qui pousse ce désintéressement des Béninois à aller vers la lecture? 2 secondes. Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de sacrifier à la tradition de présentation de vœux. Je souhaite, en tout cas à vos téléspectateurs, une merveilleuse année, 2020, et surtout à ceux qui s'intéressent aux activités du livre et à la littérature, qu'ils aient de bons livres à lire et à produire. Vous demandiez pourquoi est-ce qu'il existe, je dois dire, des livres de qualité et pas de lecteurs. Pas de lecteurs. Je vais être un peu réservé pour dire que parfois ça me fait bondir quand les gens disent de façon triviale comme cela et sans autre forme de procès qu'on ne lit plus. Non les gars, les gens lisent. Il y a une catégorie de personnes qui lisent. Parce que justement, la lecture ne peut pas être une activité, je dois dire, générale, collective, spontanée. Même à l'époque où on pensait que les gens lisaient mieux que maintenant, tout le monde ne lisait pas. La lecture est réservée à une catégorie de personnes. D'abord ceux qui sont allés à l'école. En plus ceux qui ont pris du goût à la lecture. Et dans ce réunion-là, ma foi, il me semble qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à la littérature. C'est vrai qu'on ne l'a pas en proportion, on l'aurait bien aimé l'avoir. Mais il y a des gens qui lisent. Et si vous voulez vous en rendre compte, allez dans les cercles, allez dans les milieux, allez dans les endroits où, justement, on côtoie les livres et la lecture. J'ai été sidéré cette année, quand j'ai fait un tour à l'Institut français, c'est le lieu baromètre, pour voir un peu comment les gens s'intéressaient un peu à la littérature. C'est là-bas que j'enregistre mes émissions, notamment de littérature. Vous le savez très bien, j'ai une émission. Et j'ai un rendez-vous hebdomadaire par là qui me permet de voir un peu les mouvements qui s'enregistrent là-bas. Ma foi, il y a des gens qui lisent, il y a des gens encore qui s'intéressent à la littérature, il y a des gens qui croient fermement à la lecture. La difficulté qu'on a, c'est, je dois dire, le réflexe que les gens n'ont pas d'acheter un livre. Et là, quand vous faites un tour dans les librairies, justement, les rangs sont clairsemés. Ça n'existe pas. En décembre dernier, je parlais de décembre 2018, j'étais en villégiature, je profitais de mes congés pour faire un tour du Bénin. Et ça m'a permis, en tout cas dans les communes où les claques des centres de lecture et d'animation culturelle sont installés, voir un peu dans l'état dans lequel ils sont. Il y a certes des centres qui sont déjà fermés, mais il y en a d'autres qui sont très bien animés. Et je vous rappelle que ce sont les claques qui, moi, m'ont formé à la lecture, au-delà de ce que mon père m'a appris. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre première question. Merci. Donc, est-ce que Yves Biaou a l'impression, un peu comme Biaou, mais M. Tanguy, que les Béninois lisent? Il y a une certaine catégorie de personnes qui lisent, mais pour vous, est-ce qu'il doit normalement avoir des catégories? Merci pour la question, c'est obligatoire. Il doit y avoir des catégories, comme Tanguy l'a rappelé tout à l'heure. La lecture est réservée déjà parce qu'on écrit en français. Et tout le monde ne lit pas le français. Et donc nous sommes dans un pays qui est en tout cas à moitié analphabète. Et donc la lecture est réservée déjà à ceux qui sont au moins allés à l'école et qui savent lire le français, puisque c'est la langue avec laquelle on écrit le plus, je dirais, au Bénin.
Et ensuite, il a parlé d'une certaine catégorie de personnes qui sont, je dirais, qui ont la culture, qui ont le goût de la littérature. Mais il ne suffit pas d'avoir une culture. Parce que pour lire, il faut avoir du courage. Parce que la lecture, c'est un travail intellectuel. Moi, j'ai l'habitude de dire que lire, c'est écrire. Parce que pour lire et comprendre celui qui écrit et comprendre l'œuvre que tu es en train de lire, il faut un effort intellectuel pour comprendre déjà. Et donc ce travail-là, les gens aujourd'hui, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux et de l'Internet, les gens ont cette paresse-là de faire de la lecture. Parce que quand tu prends un jeune aujourd'hui, quand tu lui demandes, il te dit moi je ne veux pas perdre genre 2 heures du temps pour me taper voilà, un livre, alors que si je suis par exemple la télé, l'information peut-être que j'ai besoin peut-être dans le livre, je l'ai déjà en 10 secondes ou en 10 minutes. Vous voyez, donc il faut il faut un courage et une culture, je dirais, intellectuelle, un travail, une éducation en fait littéraire qu'il faut faire à ce niveau-là pour que les gens, en tout cas beaucoup plus de personnes s'intéressent beaucoup plus à la littérature. Mais au-delà de tous ces aspects, l'impression que moi, de façon générale, qui fait que je suis un peu réservé par rapport au propos de Tanguy, c'est que on a quand même l'impression, parce que moi, quand je prends mon propre exemple, moi, je me rappelle que quand j'étais encore, en tout cas au collège, il n'y avait pas encore, je n'utilisais pas, j'avais pas de téléphone déjà. Voilà, j'ai eu mon premier téléphone, je vais dire en première, en terminale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les jeunes ont des téléphones déjà en 6e, en 5e, etc. Donc, il y avait que des livres. Pour se distraire, il n'y avait que des livres. En fait, tu es obligé, si tu ne lis pas, tu restes peut-être, on t'envoie, on te fait passer des commandes, etc. Tu es obligé de lire, en fait, si tu veux rester tranquille, en un seul mot. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il suffit de se balader sur Internet et on peut se distraire. Donc, il y a cet aspect-là qui fait aujourd'hui que les gens se tournent vers ces sujets-là beaucoup plus que la littérature. Un troisième aspect, c'est que moi, j'ai l'impression, et de façon personnelle, c'est mon avis, je pense que les jeunes, pour ce que j'ai remarqué ces dernières années, s'intéressent beaucoup plus à la littérature qu'on appelle la littérature à l'eau de rose, c'est-à-dire les harlequins, etc. La vraie littérature, bon, je ne dirais pas la vraie, toute littérature, mais la littérature dans son sens général et dans son essence même, est aujourd'hui profondue. Les gens n'aiment plus lire de la littérature générale. On préfère du classique. On préfère, voilà, là où ça parle de couple, ça parle d'amour, de ces genres de sujets-là. C'est ça qui intéresse la plupart des jeunes. Et quand vous allez même dans les collèges, si votre livre n'a même pas un titre qui ressemble un peu à ces genres d'ouvrages, vous ne vendez pas, vous n'allez pas vendre. Et ça me permet de rebondir et de vous poser ma toute petite question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le problème est qu'on ne lit plus comme il faut ou on ne lit plus, on lit de plus en plus autre chose? Parce que je vois les livres de développement personnel, ça coule. Les livres de feel good book, enfin les feel good book, ça coule. Les livres à l'eau de rose, ça coule. Donc est-ce que ce n'est pas, avant bien sûr de parler de l'avènement du numérique et tout, est-ce que ce n'est pas ce qu'on lit qui a quand même changé? Le sujet de la littérature, je suis d'accord avec vous sur ce plan-là, mais j'ai un tout petit peu de réserve. Je suis d'accord parce que on remarque, comme je l'ai dit dans les collèges aujourd'hui, les gens lisent des romans à l'eau de rose. Et de façon générale dans la société, on se rend compte que, comme vous l'avez dit, les livres de développement personnel sont beaucoup plus vendus aujourd'hui parce qu'on cherche une prospérité, on cherche à se développer personnellement. Et donc, cette course effrénée, je vais dire, au succès personnel, c'est l'objet, je dirais, c'est la conséquence du capitalisme. Je vais faire une incartade là-dessus. C'est les conséquences du capitalisme. Et aujourd'hui, on est en plein dedans avec la mondialisation et la globalisation. Et donc, on ne peut pas se passer de cela. Mais ça ne veut pas, c'est pas parce que c'est cette course, je dirais, en tout cas effrénée, hein, au succès personnel, c'est pas à cause de, c'est pas parce que ça coule les rues que c'est forcément bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux dire, c'est pas parce que tout le monde est en train de se ruer là-dessus que c'est forcément là-bas. Parce que si la littérature veut se bonifier et on veut vraiment être un pays qui, en tout cas, est mieux placé comme jadis,
littéralement parlant, ce n'est pas moi je pense que ce n'est pas les livres de développement personnel à l'eau de rose, parce que ces livres-là sont d'un accès facile à la lecture, etc. Mais ça encourage la paresse, comme je le disais, parce que on n'a pas les références. Quand vous lisez les livres de développement personnel, généralement, je n'ai rien contre, mais quand vous lisez, en 30 minutes, je peux lire 200 pages. On lit, on ne relit même plus. Enfin, ça passe, c'est de la littérature béaba, je dirais. J'ai pas envie de... Parce que oui, j'ai pas envie de... Mais je suis bien obligé parce que ça ne forge pas. Parce que, en tout cas, c'est pas avec ça qu'on s'est forgé. Et quand on voit le niveau scolaire aujourd'hui des apprenants qui sont justement adeptes à ce genre de littérature, on se dit quand même que demain, il n'y aura plus que de la tutérature, comme les gens le disent aujourd'hui, la littérature sur tuteur. Dites-moi, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? On va revenir sur le premier aspect de son intervention. Quand je dis les gens lisent, il faut bien suivre mon regard. D'abord, lui-même l'a reconnu. Voyez-vous, aujourd'hui, on est pratiquement moitié analphabète maintenant. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie qui ne peut pas accéder au livre tout de suite. Alors, vous n'allez pas mesurer la quantité de personnes qui lisent à partir de gens qui ne peuvent pas lire. D'accord, première chose. Deuxième chose, quand on prend la deuxième moitié de gens qui sont allés à l'école et qui ont donc la capacité au moins de lire, tous n'ont pas la formation pour la lecture. Est-ce qu'il faut une formation à la base? Si, il faut une formation. On ne lit pas, je dois dire, la lecture n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça parce que justement, on n'a plus rien à faire. Est-ce qu'il ne s'agit pas de la passion ou de l'amour à la lecture plutôt? Et c'est à ce niveau maintenant que je vais relever cet autre aspect. Quand il dit à une autre époque, on avait d'autres choix de distraction que la lecture. La lecture ne peut pas être une imposition. Dès lors que ça devient une imposition, ce n'est pas une lecture, elle doit être volontaire et spontanée. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens lisent beaucoup plus volontairement que de façon imposée comme hier. Alors, si aujourd'hui on a toute cette invasion, je dois dire, de plaisir distractif, et qu'on a quand même une catégorie de gens qui choisissent d'aller vers la lecture, il faut, ma foi, s'en réjouir quand on a dépassé un contexte où les gens n'ont d'autre choix que de lire. Voyez-vous. Alors, si on a 20 personnes qui n'ont d'autre choix que de lire, et qui lisent, alors qu'il y a 20 autres, parmi lesquels 10 ont choisi volontairement d'aller lire, je pense que les 10 sont 2-3 fois meilleurs que ceux qui ont 20 obligations d'aller vers la lecture. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, nous lisons. Et je vais répondre à votre question que vous lui aviez faite tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas changé de centre de lecture? Oui, il y a une multiplicité de livres aujourd'hui qui fait que il y a une sorte de brouillage. Donc, je dois dire, les choix de lecture. Mais il ne faut pas en vouloir aux gens. Des goûts et des couleurs, on n'en discute pas. Mais est-ce que ces types de livres sont partie intégrante de ce qu'on la appelle littérature? Oui, c'est de la littérature. Tout ce qui est produit à partir de livres, c'est de la littérature. Et chacun va vers ces choses en fonction de ses choix et de ses goûts, de ses préférences. On ne va pas en vouloir à quelqu'un qui accumule chez lui 10, 20, 30 ouvrages de développement personnel par an. Ou de Harlequin. On ne va pas lui en vouloir. C'est ses goûts, c'est ses plaisirs. C'est pourquoi je dis la lecture ne doit pas être une imposition. Si la personne choisit de lire les Harlequins, ben c'est tant mieux pour le marché du Harlequin. C'est tant mieux pour l'auteur du Harlequin. C'est tant mieux pour le critique du Harlequin. Parce qu'au fond, tout cela participe d'une manière ou d'une autre à la construction non seulement de la littérature et de l'identité littéraire d'un pays, mais aussi de la construction intellectuelle de la personne qui lit. On ne va pas dire ou on ne va pas stigmatiser une catégorie de livres. Quand quelqu'un lit le Harlequin, c'est quoi? C'est comme on en veut aux femmes qui s'accrochent au feuilleton. Ils y gagnent quelque chose forcément. Et ça entretient une industrie. C'est à nous de profiter justement de ce goût-là. Transformer ça en une industrie qui apporte quelque chose au développement. Le développement peut ne pas... Enfin, le développement, c'est pas peut ne pas être. Le développement n'est pas essentiellement économique. Il est d'abord humain. Il est d'abord intellectuel. Il est aussi formation, il est constructif. Donc, que ce soit Harlequin, ce soit un livre de développement personnel ou tout ce que vous voulez, tant qu'il y a de la consommation, moi je me réjouis. Tant qu'il y a de la lecture, moi je me réjouis. Tant qu'il y a de la
production, moi je me réjouis. Tant qu'il y a une chair qui s'impose, moi je me réjouis. D'accord. Alors merci. Il y a quand même dans notre pays des efforts qui se font. Pas plus tard en décembre passé, il y a eu le Grand Prix littéraire, d'accord, qui a été décerné à certaines personnes du monde livresque au Bénin. Mais est-ce qu'il n'y a pas une loi qui régit, c'est-à-dire qui impose, mais qui pousse les gens, la jeunesse à la lecture? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit en arriver à ce niveau-là? Vous ne m'avez pas suivi alors. Je pense que la lecture ne peut pas être imposée. On peut par contre créer l'environnement, créer le contexte, créer les conditions pour pousser les gens, indirectement ou non, à la lecture. Alors, les conditions, c'est quoi? Vous voyez l'initiative dont vous aviez parlé. Vous voyez tous les atermoiements que ça connaît, tous les flottements que ça connaît. Depuis une décennie, on a organisé à peine 3 éditions ou 4, maxi, je crois, sur 10 ans. Vous voulez que quelqu'un ou une industrie s'installe comme ça dans un contexte où on organise les rendez-vous annuels que 3 fois sur 10 ans? C'est pas possible. C'est comme si, je ne sais pas moi, quel exemple je pourrais donner qui soit plus illustratif. Un rendez-vous annuel. Vous voyez, vous organisez la Miss, je ne sais pas trop quoi, tout ce que vous voulez, chaque année. Oui. Et quand on demande des sponsors, vous voyez tout l'argent qui coule sur ça, justement. Et vous verrez que ce sera un marché qui fluctue et qui s'anime correctement. Alors, dans ce contexte-là, le livre ne peut pas prospérer si les rendez-vous ne sont pas honorés. Au-delà de ces rendez-vous qui doivent primer l'excellence dans le monde de la littérature, je pense qu'on a besoin aussi d'instaurer quelque chose à la base, dans les écoles, dans les universités, pour permettre aux gens d'aller vers la lecture. Aujourd'hui, quel est le contexte qu'on a installé? Quelles sont les conditions qu'on a créées à l'école ou au collège pour permettre aux enfants de se mesurer entre eux déjà? Les concours de lecture des collèges, ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Les bibliothèques scolaires, dans quel état elles sont? Quels sont les livres que nous avons dans ces bibliothèques-là? Justement ça. Vous pouvez vous imaginer que dans un collège, je ne vais pas citer le nom, de Calavi, vous entrez dans la bibliothèque et vous n'avez que des fonds de livres qui sont essentiellement des dons de partenaires étrangers. Quelqu'un qui veut vous faire un don, il choisit de vous donner ce qu'il a. Aucun effort de l'établissement pour... Aucun effort d'acquisition mensuelle ou annuelle de livres au niveau des établissements. On dit, c'est pas moi, appui aux établissements, etc. On veut les accompagner en matière donc de finances. Vous ne verrez pas, à aucun moment, le gouvernement va dire, je donne un stock de livres à tous les établissements qui existent et qui sont de mon patrimoine. Mais puisque lire participe de l'instruction, de l'éducation, est-ce que, en termes de politique, l'État ne peut pas instaurer ce cadre-là à chaque niveau, à chaque bas niveau en fait, donc dans chaque école, dans chaque collège, pour que, d'une manière ou d'une autre, que ça soit imposé. Parce qu'on connaît le niveau de ceux d'avant et on connaît aujourd'hui le niveau de l'actuelle génération. Qui a complètement chuté. Voilà, donc d'une manière ou d'une autre, ce ne sera pas de l'imposition rigoureuse, mais de la douce imposition pour leur bien. Je suis d'accord. Mais si nous avons à la tête de nos États, de nos structures, des gens qui ne savent pas à quoi sert le livre, vous voulez qu'ils fassent comment? On a fait la discussion tout récemment, je crois, avec quelques intellectuels, au sujet de la culture au Bénin. Tant qu'on aura des cultivateurs, ce n'est pas pour les injurier, qui ne savent pas quelle est la valeur de la culture ou la valeur de la littérature, à la tête de nos États, on n'aura jamais quelque chose qui prospère en matière de littérature. Le 10 janvier est parti comment? Le 10 janvier est parti de l'idée, Nicéphore Soglo, d'imposer WIDA 92 ou d'organiser WIDA 92, même si ce n'est pas en 92 que ça a pu. De l'ancien président du Bénin. Ça a donné après le 10 janvier qui est institutionnalisé, qui est décrété et qui est célébré chaque année. Donc il faut déjà un petit départ de conviction, d'engagement politique personnel. Sinon, ça ne donnera pas. Si le Sénégal est devant nous, c'est parce qu'ils ont connu quelqu'un qu'on a appelé Léopold Sédar Senghor en tant que président et qui a investi dans la culture. Et je vous assure, en matière donc de promotion culturelle, dans l'espace francophone,
le Sénégal est largement devant, non seulement sur le plan intellectuel, infrastructure, organisation, législation. Ça veut dire qu'il y a une politique au sommet de l'État qui a organisé. Il faut quelqu'un qui accompagne, et pas seulement qu'au sommet de l'État, même dans nos communes. Nos communes doivent être des entités de production même du mécanisme qui promeut, je dois dire, la culture. Si on a des maires qui n'ont que le niveau CEP, et dont la réflexion n'est que quelles sont les parties de la commune qui restent à l'outil pour justement les vols et les pillages de domaines. Si on n'a que ce genre de personnes à la tête de nos communes, ça ne produira pas. Monsieur Yves Biaou, vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord avec le constat pour la simple raison que le poisson pourrit par la tête. Et s'il n'y a pas un engagement politique, je ne dirais pas que ça sera impossible, mais ça sera difficile et ça sera lent. Et c'est ce qu'on constate déjà sur le terrain. Mais un peu plus, je veux réagir par rapport à la vulgarisation et je vais dire à la démocratisation de la littérature dans le pays. Moi, je pense qu'il faut quand même un effort des acteurs même du livre, c'est-à-dire de la chaîne du livre. Si je prends par exemple mon cas, un effort au niveau des écrivains. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit par exemple qu'il y a un concert de Vano, de Fanico ou un truc comme ça, on va voir que la salle sera pleine. Mais si on dit qu'il y a une conférence débat avec dédicace du livre d'un tel auteur, on sait combien de personnes il y aura. Mais justement, c'est un souci de communication. Non seulement de communication, pas forcément, mais aussi, même si vous communiquez, je sais pas, vous allez dans chaque porte pour déposer l'invitation, je vous assure que vous n'allez pas remplir la salle comme l'artiste l'aurait fait, même s'il ne communiquait pas. Donc ce n'est pas forcément la communication, parce que la littérature la littérature, ce n'est pas, enfin, certes c'est un art majeur, mais ce n'est pas quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, il faut un effort personnel pour, comment je vais dire ça, pour lire. Et on a souvent considéré les écrivains ou les auteurs comme beaucoup plus des philosophes, des gens qui n'ont pas un rapport, voilà, ils n'ont pas un rapport très intéressant avec l'argent, voilà, qui sont un peu des brouillons, c'est des gens qui ne font que réfléchir. En fait, on ne les considère pas suffisamment comme des acteurs du show business, c'est-à-dire des gens qui ont besoin justement d'avoir une équipe. Doit être une raison. Oui, c'est ce que je dis. Je parle des auteurs eux-mêmes. Les auteurs eux-mêmes doivent se prendre, c'est-à-dire, comme vous parlez de communication tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà vu, on voulait lancer un livre et on a fait de spots radio, de spots télé, des affiches un peu partout dans la ville. C'est très rare. Et ceux qui le font même, ce sont des gens qui ne sont pas forcément du domaine de la littérature et qui ont peut-être ont fait fortune ailleurs et qui sont venus investir, qui sont venus investir dans la littérature. Et quand vous voyez un retour, oui, il faut une industrie. C'est là j'allais en venir. Il faut que les auteurs même, je dirais, se mettent en condition, comprennent en fait que le livre aussi c'est quelque chose qui est comme la musique, qui est comme le cinéma et qu'on doit industrialiser. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'avènement l'expansion du numérique et tout, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui? Et que ce n'est juste qu'une excuse pour vous, les écrivains? C'est beaucoup plus facile, mais c'est un couteau à double tranchant, puisqu'on a parlé tout à l'heure du numérique et de ses corollaires. Mais je pense qu'effectivement, on peut utiliser le numérique pour créer une industrie ou pour vulgariser beaucoup plus le livre au Bénin. Mais le numérique dont on parle aussi, les gens la connectent, puisqu'il faut une connexion Internet digne du nom pour, comment je vais dire ça, pour être connecté. Et si on veut acheter un livre sur Internet, il faut aussi avoir un moyen de paiement. Et donc ça implique beaucoup d'autres choses qui ne sont pas forcément de la relève, enfin, qui ne relèvent pas forcément des acteurs même du livre. Donc c'est des autres, ça c'est le développement de façon générale. Mais là où je voulais mettre beaucoup plus l'accent, c'est au niveau même de la considération, c'est-à-dire comment est-ce que les gens, la population, comment est-ce que les gens voient les auteurs ou les écrivains, comment on les considère. Parce que quand tu dis que tu es écrivain dans la rue, déjà le regard qu'on te lance, la manière dont on te voit, on ne te considère pas en fait comme quelqu'un, voilà, qui a besoin par exemple de vivre, qui a besoin de payer ses factures, qui a besoin de... Voilà. On nous respecte simplement peut-être par le sens par le côté
intellectuel, le côté émulation intellectuelle, mais pas le côté du rang social dans la société. C'est-à-dire, le respect, c'est d'une autre nature. Quand on voit par exemple un artiste musicien, on dit tel artiste musicien, même s'il n'a pas vendu beaucoup d'œuvres, la considération qu'on a pour lui, ce n'est pas la même. Il y a une sorte, c'est un peu péjoratif. On a une considération un peu plus péjorative au niveau des écrivains et c'est quelque chose qui me choque déjà. Et moi, je pense qu'il faut déjà qu'on travaille, nous les auteurs même, il faut qu'on travaille à montrer une autre image en fait de la littérature, qu'on considère ça désormais en fait que ça peut être un vrai business, que ça peut faire partie intégrante du show business. Il paraît que, oui, il paraît que le seul marché de livres qui marche au Bénin, ce sont les livres scolaires. Est-ce que, puisque si vous êtes écrivain et que, bon, vous laissez les romans et tout pour mieux vivre et payer ses factures, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut s'investir dans les livres scolaires. Mais même les livres scolaires dont on parle, c'est régi. On ne met pas un livre au programme, par exemple, le livre d'un auteur au programme. On ne se lève pas le jour, on le met pour mettre le livre d'un auteur au programme. C'est l'État qui décrète cela. Et il y a des structures qui sont habilitées à étudier justement les livres-là. Et c'est des lobbies. Donc, ça fait partie de l'organisation dont on parlait au niveau étatique. Si la structure, si c'est bien organisé au niveau étatique, au niveau du ministère, et les livres peut-être qui méritent, ou en tout cas comment je vais dire ça, qui ont des qualités requises pour être mis au programme, ça sera fait. Mais aujourd'hui, en tout cas, on remarque quand même qu'il y a, on remarque qu'il y a que, en tout cas, il y a beaucoup de livres qui ne sont pas des livres béninois et qui sont au programme. Donc on enrichit indirectement, je vais dire, en griffe des étrangers. Ça m'amène à vous poser la question, M. Tanguy Agoï, de savoir, aujourd'hui, tel que le livre béninois se présente, est-ce qu'on peut le vendre sur le marché international? Parce qu'on voit bien qu'il se pose la nécessité d'une industrie du livre. Oui et non. Oui, on peut vendre le livre béninois. Le premier auteur béninois qui a publié un ouvrage l'a fait autour de 1928-29. Félix Kouchoro. Bon, même si on se dispute un peu sa nationalité avec le Togo, voyez-vous, mais son livre a traversé le temps. Son livre a traversé l'espace aussi. À ce moment, il n'y avait pas d'industrie. Donc oui, on peut vendre le livre béninois ailleurs, même quand on n'a pas une industrie formée. Mais non, parce que quand on a fait du Félix Kouchoro, quand on a fait du Paul Razoumen, quand on a fait, après, comment est-ce que Jean Pliat, etc., quand on a fait tout ça, qu'est-ce qui a resté? Quelle est la flamme qui a repris après? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a d'abord la qualité qui importe, le contenu. Au-delà du contenu, il y a la fabrication même, le travail de fabrication même du livre, qui est un travail essentiel pour la promotion du livre béninois. Quand je vois un peu ce qu'on faisait entre 45, 60, jusqu'à hauteur de 75 même, si on veut, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, il y a une certaine amélioration, plus ou moins. Alors, les maisons d'édition n'ont pas le souffle qu'il faut, la couverture financière qu'il faut, pour pouvoir faire face justement à la demande qui se pose. Je crois qu'il faut travailler, permettez-moi cette parenthèse-là, lire, c'est une distraction, mais c'est une distraction d'élite. Tout le monde ne choisit pas la lecture comme distraction. C'est pourquoi, quand Yves fait la comparaison entre un écrivain et, c'est pas moi, un chanteur, un artiste. Non, la chanson, c'est populaire, c'est pour tout le monde. Et on ne peut pas comparer un lecteur à quelqu'un qui suit la musique. À Dantokpa, on peut suivre la musique. À Dantokpa, on ne peut pas lire. On peut pas lire. C'est pourquoi, quand on dit les gens ne lisent pas, je dis non, la lecture est réservée à une élite, à une catégorie de gens. La lecture, on n'est pas, je vais vous parler en français, on n'est pas l'égal de tout le monde. Un lecteur n'est pas l'égal de tout le monde. Un écrivain, ce n'est pas n'importe quel artiste, c'est un artiste. Mais ce n'est pas n'importe quel artiste. C'est pourquoi son art ne s'adresse pas à tout le monde.
Et donc, pour revenir à votre question, il faut savoir organiser le secteur. Il faut savoir injecter de l'argent dans le secteur. On ne peut pas traiter les maisons d'édition comme on traiterait la bonne dame qui a ouvert peut-être sa petite boutique pour faire des transferts de mobile money ou de tout ce que vous voulez. D'accord? L'industrie du livre doit être organisée en tenant compte justement de l'élément culture qu'on a à vendre. On ne vend pas la culture comme on vendrait des tas de d'igname. On ne vendrait pas la culture comme on vendrait, c'est pas moi, des tomates au marché. Il faut un processus spécial, exceptionnel, pour pouvoir organiser justement le secteur du livre. Pourquoi ne pas se faciliter la vie aujourd'hui avec les e-books? En numérisant, Oui. justement. Oui, c'est à la fois un danger, un avantage et un danger. Un avantage parce que, bon, on suppose que de plus en plus les gens ont accès à l'Internet, au smartphone, donc on peut lire. Attention, mesurez déjà le danger que les smartphones ont sur l'organisme humain. Que ce soit du point de vue visuel, physiologique, intellectuel, mental, les gens parlent même de dépendance. Alors, s'il faut y ajouter cette catégorie élitiste de lecteurs à ces potentiels malades-là, vous voyez le danger qu'on propose. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, et là c'est ma conviction, mon avis personnel. Un livre, c'est d'abord un livre parce que c'est physique. Et vous choisissez votre livre comme vous choisirez votre femme ou votre mari. Un livre, comme disait un de mes professeurs d'université, un livre c'est votre femme. Un livre, vous lui faites l'amour d'abord, vous lui faites la cour. En allant à la librairie, vous allez à la librairie comme vous irez vers votre dulcinée pour la conquérir. Un livre, vous choisissez parmi tant d'autres livres, comme vous choisirez votre femme parmi tant d'autres femmes. Un livre, vous y touchez, vous le manipulez, vous le feuilletez d'abord, vous le questionnez, vous l'admirez, vous le dévorez, avant même de vous plonger dans la lecture. Tout comme vous le ferez d'une femme qui vous plaît. Mais est-ce qu'il ne faut Vous pas s'adapter l'admirez au temps physiquement, parce que les choses évoluent. Vous la détaillez des yeux, vous la, excusez-moi, déshabillez des yeux, vous lui faites l'amour même avant de vous prononcer les premiers mots de conquête. C'est comme cela, un livre. Mais donc, il faut toucher son livre. Le livre qui se lit sur smartphone, je n'ai pas l'impression qu'on a le même goût, la même saveur, le même plaisir qu'en lisant sur un Mais vous le dites certainement parce que vous êtes d'une époque donnée. Pour quelqu'un qui s'est habitué tout le temps au smartphone, qui doit quand même, qui l'a tout le temps sur lui, il va s'y adapter, il va être prétentieux. Oui. Le plaisir de tourner la page existe quand même. Ça existe, justement. Absolument. Et puis quoi? Vous pensez que je suis de la vieille école là? J'ai la trentaine là. Et plus coché à son téléphone. En tout cas, il n'y a pas beaucoup. Hein. J'ai une page Facebook qui est très animée. Et je fais tout avec mon téléphone aujourd'hui. Donc je connais l'utilité du téléphone et j'y passe beaucoup de temps. Vous passerez quelques journées avec moi et vous comprendrez combien je suis attaché justement à mon téléphone. Mais ça ne m'empêche pas d'acheter mon livre. Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons conclure, mais nous aimerions bien que votre conclusion serve de proposition pour réveiller un peu plus l'envie de lire. Yves Biaou, on démarre par où? Proposition pour donner envie de lire. Je pense qu'à l'issue de cette émission, les internautes auraient compris que, comme Tanguy l'a dit, il faut une volonté personnelle pour lire. Donc on ne peut pas forcément les inciter à la lecture s'ils ne veulent pas. Donc il faut qu'ils se décident eux-mêmes d'aller vers les livres. Mais ce que je pourrais ajouter par rapport à ça, c'est leur dire tout simplement que ce que les smartphones et les autres loisirs ne peuvent pas faire, la littérature permet de faire ça, de voyager. Et celui qui voyage, il a une expérience unique que tout un chacun. Est-ce que éditeurs et écrivains ont encore de l'avenir au Bénin, Non, mais, de notre univers? Oui, l'édition a de beaux jours devant elle. Et même le travail de l'écriture
être écrivain, c'est les métiers, moi je pense que les métiers d'avenir, parce que le secteur est encore plus ou moins vierge au Bénin. Tanguy Agoy. Oui, est-ce que la littérature a de l'avenir au Bénin? Si, beaucoup même. Il est même rayonnant. Vous voyez un peu, on sent de plus en plus un engouement et un intérêt. En tout cas, des hommes politiques qui sont là actuellement, un intérêt pour la littérature. Je veux être naïf pour croire qu'ils ont un intérêt pour que ça évolue. Je veux vraiment être naïf. Maintenant, quelles sont les propositions à faire? J'ai 3 propositions au fond. La première, elle est essentielle. Si nous voulons promouvoir la littérature même, il faut déjà que les collèges eux-mêmes se prennent en charge. Quand on n'organise pas journée culturelle une année dans un collège public, je sais je dois dire, quelle est la fronde à laquelle on fait face de la part des apprenants. Pourquoi ne pas profiter de ce moment-là aussi pour organiser des compétitions de lecture, organiser des compétitions d'écriture. Les journaux scolaires, ça n'existe plus. Ça ne suscite rien chez les gens. Les professeurs de français qui organisent des troupes théâtrales, qui instruisent par ici, ça n'existe plus. Je veux penser à mon cher papa Apollinaire Agbaza, qui a été un formidable exemple en la matière. Longue vie à lui. Et donc, il faut déjà que les collèges, les chefs d'établissement s'intéressent eux-mêmes à la littérature. C'est vrai, ils en ont déjà sur les épaules pour gérer le collège, mais on peut ajouter ce petit truc-là pour quand même évoluer. Deuxième élément, si nous voulons promouvoir la littérature, il faut que nos communes elles-mêmes s'engagent. Ils sont en train de travailler à instaurer des équipes communales de football. Et évidemment, vous n'entendrez jamais des équipes communales de lecture. Non, mais c'est politique cet aspect. Oui, mais la lecture, elle, c'est politique. La promotion de la culture, c'est politique. Vous pensez qu'un maçon devrait être chargé de faire la promotion de la culture? Non. Elle est politique. Et on doit la penser, justement. Donc, il faut reposer la littérature, le développement de la littérature et donc de la culture sur les communes. Les communes ont beaucoup à faire. Et on n'a pas besoin des milliards pour faire la promotion de la lecture au niveau des communes. Voyez un peu, à l'approche des élections, combien les gens organisent des tournois de football. Généralement, c'est leur idée. Je sais pas, c'est toujours tournoi de football. Et les vacances, ça ne rate jamais. Tournoi de football. Comme si, c'est vrai, je n'ai rien contre le football. J'adore même le football. Mais je pense que notre vie ne peut pas être limitée essentiellement au football. Et qu'on peut développer le pays en pensant à autre chose. Troisième niveau, c'est à nous-mêmes. Je pense que la démocratie n'est pas faite pour tout le monde, honnêtement. Pas dans la logique de l'autre qui a raconté ce qu'il voulait à son temps. Parce que le choix des dirigeants ne peut pas revenir à tout le monde. Vous voyez, nous avons un niveau d'instruction donné. Et vous imaginez qu'avec votre niveau, vous devrez faire un seul choix. Exactement comme quelqu'un qui n'a aucun niveau et qui ne connaît rien des enjeux. Alors, si celui-là, il doit choisir au même titre que vous, vous imaginez ce qui nous attend ou ce que nous subissons. Encore que ceux qui n'ont pas votre niveau sont un peu plus nombreux que vous. En fait, c'est eux qui désignent ce qui doit vous défier, vous qui avez un niveau. De sorte qu'on n'est pas étonné d'avoir des analphabètes à la tête de nos communes, de nos États, et qui conduisent justement le pays dans un pétrin. C'est pourquoi nous devons travailler sur la conscience des gens pour le choix des dirigeants qu'il nous faut. Si nous voulons développer notre culture, travaillons justement sur la conscience de ceux qui votent afin qu'ils choisissent des gens qui ont le sens de la culture. C'est un devoir citoyen, c'est un travail citoyen, c'est un travail patriotique. Et ça incombe à tout un chacun. Nous voulons d'une chose, nous devrons mettre en place la politique qui va avec. Sinon, on passera tout le temps. Évidemment, ça nous permet de nous asseoir, de discuter un peu. Sinon, si tout était résolu, il n'y aurait pas de débat. On n'a pas de débat. Merci beaucoup. Timothée Yébéon. Merci à M. Tanguy Agoy, journaliste à Canal 3 Bénin. Merci également à Yves Biaou, journaliste écrivain également. Merci. On prend le rendez-vous pour la prochaine émission. Merci à toi également, Peace Réunion. Merci à tous de nous avoir suivis. On retient de cet entretien que l'art de l'écrivain n'est pas accessible à tous.
Est-ce qu'on lit de moins en moins? En tout cas, pas vraiment. Pas vraiment. Mais il se fait ressentir le besoin d'une industrie pour réveiller un peu plus le goût de la lecture. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été produite par DBTV et Reporter Bénémonde.